Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, du canal local et chers auditeurs de FM+, qui nous écoutez sur 88.9, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Nous avons le plaisir, le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Luce Panchard. Marie-Luce Panchard est tête de liste de la liste UMP pour les élections européennes qui, vous le savez, vont se dérouler le 6 juin prochain. Madame Panchard, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. J'ai un peu perdu ma voix. Je voudrais m'excuser auprès des auditeurs, mais vous savez, ça fait 3 semaines que je suis en campagne. Je me donne à fond parce que je crois à l'Europe. L'Europe, c'est essentiel, je dirais, pour nos concitoyens. C'est un grand destin. Et j'ai vraiment envie que la cause européenne soit bien comprise par tous nos concitoyens. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce combat. Faire des voix rock, c'est pas forcément désagréable. Mais ceux qui me connaissent savent parfaitement que c'est pas tout à fait moi. Mais bon, je pense que je suis arrivée à la Martinique, j'avais ma voix. Je pense qu'avant de partir, je vais la retrouver. Vous savez, lorsqu'on présente les gens aux États-Unis, on dit, voilà, c'est telle personne, il pèse tant de dollars. Lorsqu'on présente les gens en France, on dit, bon, il a fait l'ENA, Polytechnique ou Saint-Cyr, enfin, c'est ses diplômes. En Martinique, c'est beaucoup la famille. Est-ce que ça vous ennuie de nous dire qui sont vos ascendants et quel rapport vous avez avec Charles-Henri Michaud, que les Martiniquais connaissent bien? Charles-Henri Michaud, c'est mon frère. Plus exactement, j'aime pas ce terme, c'est mon frère, mais en fait c'est mon demi-frère, puisque nous avons le même père, Henri Michaud. Et donc, vous comprendrez bien que la Martinique, si je ne suis pas la petite Martiniquaise, on ne m'a jamais appelée en ces termes. Et mon cœur a toujours été à la Martinique aussi, parce que j'ai mon frère qui y vit, que j'ai passé beaucoup de vacances ici à la Martinique quand j'étais jeune. Mon père avait un ami, je dirais frère, qui s'appelait Charles Figuière, à Fort-de-France. Et donc, on venait régulièrement à la Martinique. Et puis, j'ai aussi une sœur qui s'appelle Solange Michaud, qui a été enseignante pendant longtemps, qui est à la retraite et qui est à la Martinique. Et donc, j'ai des neveux, j'ai des nièces ici à la Martinique. Donc, j'ai une partie de ma famille qui est martiniquaise. Et vous êtes donc la fille de Madame Michaud-Chevry? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est vrai, vous imaginez que j'ai baigné dans la politique. Depuis mon plus jeune enfant, ma plus jeune enfance, j'ai été à côté de ma mère, je l'ai vue s'engager en politique, conduire des campagnes électorales. J'y ai participé depuis l'âge de 5 ans, en faisant avec ces petits, je dirais, bulletins de vote des drapeaux pour m'amuser. Et puis après, je me suis engagée plus fortement. Mais je n'ai jamais été encartée dans aucun parti politique, parce que quand on est à côté d'une femme politique aussi importante que Lucette Michaud-Chevry, c'est vrai que c'est difficile de franchir le pas. Ce qui m'a permis de franchir le pas, il y a 2 choses. C'est d'abord que toute ma carrière politique, j'ai toujours été à côté d'hommes et de femmes qui avaient un parcours politique très important, puisque j'ai travaillé avec Xavier Dupont, j'ai travaillé avec Pierre Bédier, avec Franck Borotra, dans mes fonctions de directeur territorial, mais je suis administrateur territorial actuellement. Et donc c'est vrai que vous apprenez en même temps à mettre en place des politiques publiques et à accompagner un élu dans la mise en place de son projet. Donc le chemin entre devenir un élu et rester un fonctionnaire, vous voyez bien qu'il est très, très limité, très court. Donc c'est ma rencontre avec Nicolas Sarkozy en 2004, lorsqu'il était venu en Guadeloupe soutenir la liste Agir que conduisait ma mère, Lucette Michaud-Chevry. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est vrai que les valeurs qu'il portait, les valeurs autour de la famille, du travail, cette énergie, cette conviction, je me suis retrouvée, je dirais, dans les propos qu'il pouvait tenir. Et j'ai eu envie, effectivement, de m'engager en politique à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait tout de suite, pour plein de raisons. Mais dès qu'il m'a proposé, effectivement, de le rejoindre à la présidence de la République, c'est tout naturellement que j'ai dit oui, parce que je pense qu'effectivement, il faut, à côté d'un président de la République, certes des ENA, comme vous avez dit, des polytechniciens, mais ceux qui ont un autre parcours professionnel, comme le mien, puisque je suis issue de la fonction publique territoriale, et puis surtout une sensibilité ultramarine. Est-ce que d'avoir comme maman Lucette Michaud-Chevry est aujourd'hui pour vous un handicap ou un atout? Je dirais les deux, pour être franche. C'est un atout, bien évidemment. Elle m'a beaucoup apporté en termes d'engagement politique, comme on dit en créole, chien pas fait chatte. Donc j'ai vu ce que la politique, il fallait donner, il fallait à la fois, je dirais, accepter, il fallait prendre de la distanciation, il fallait aussi pouvoir
prendre un peu de recul, protéger sa famille, protéger ses enfants. La politique, c'est pas quelque chose de simple, surtout quand on est une femme politique. Il faut, je dirais, faire encore beaucoup plus d'efforts. Donc ça, si vous voulez, ça m'a beaucoup appris. Et puis son engagement. Je veux dire, quand on fait de la politique, il faut avoir de fortes convictions politiques. Surtout pour une femme. Si on n'a pas de fortes convictions politiques, on n'y arrive pas. Donc, je pense qu'elle m'a donné un peu une carapace qui, aujourd'hui, me permet de m'engager. Simplement, vous conviendrez que même si on ne porte pas le même nom, se faire un prénom, c'est toujours difficile avec une personnalité qui a autant marqué l'outre-mer. Donc moi, aujourd'hui, je suis Marie-Luce Panchard, j'ai mon caractère, j'ai mes convictions. Je dirais que je ne suis pas le clone de Lucette Michaud-Chevry, même si on partage beaucoup de valeurs ensemble. Il y a un certain nombre de points sur lesquels nous n'avons pas, je dirais, d'éléments d'accord, mais ça ne nous empêche pas de nous rejoindre. Et bien au contraire, c'est sujet d'échange, d'émulation, et c'est plutôt bien. De toute façon, j'ai vécu dans une famille où à la fin, ma mère était une femme, si on veut dire, de droite, et mon père qui était, je dirais, issu, ce qu'on appelle des familles béquées, portait plutôt des valeurs de gauche. Donc j'ai plutôt été élevée dans un milieu de tolérance, où on écoute les uns et les autres, on partage, et chacun fait sa propre opinion et son propre chemin, ce qui est mon cas. Donc votre père était un béquet de gauche? C'est un blanc mulâtre, ce qu'on dit un blanc mulâtre, mais il a toujours été de gauche. Il a soutenu fortement François Mitterrand pendant les campagnes avec le Parti socialiste. Il était l'ami, je dirais, de Camille Jabour. Il était engagé politiquement, il a été conseiller municipal. Donc ma mère aussi a commencé un parcours, je dirais, à côté de Gertier-Archimède. Et puis entre-temps, elle a rejoint, je dirais, Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Donc à la maison, j'entendais aussi bien, je dirais, des arguments pour voter pour le Parti socialiste que des arguments pour voter à l'époque pour le RPR. Et ça ne m'a gêné nullement, bien au contraire, parce que ce couple qui était un couple très uni montrait à quel point, effectivement, on peut être dans l'échange et en se respectant les uns et les autres, sans détruire ce qui a fait notre force, la cellule familiale. Parce qu'on a subi, vous imaginez, beaucoup de coups, parce qu'en politique, on subit des coups, surtout que en politique, surtout en Outre-mer, on a tendance à ramener, je dirais, à des considérations personnelles qui font mal aux enfants, mais parce que c'était une famille soudée, qui savait faire fi de tout ça. Je pense que ça m'a beaucoup aidé et ça m'a donné aujourd'hui l'étoffe qui est la mienne pour affronter un combat politique. Qu'est-ce que faisait votre père professionnellement? Mon père était chef d'entreprise, il avait une imprimerie. Une imprimerie. Voilà. Donc il était dans le monde de l'entreprise. D'accord. Sans aller dans le people, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, je suis mariée, j'ai deux grands garçons. Et prochainement, je risque d'être grand-mère. Ah ouais? Voilà. Une jeune grand-mère, mais une grand-mère. Bien. Les gens ne se passionnent pas pour les élections européennes, vous le savez, ni en France, ni en Martinique, ni nulle part. Bon. Est-ce que ce n'est pas dû également au mode de scrutin qui est un petit peu difficile à comprendre? Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un cours sur ce mode de scrutin, comment ça se passe, et ensuite on verra le rôle du député européen. D'accord. Mais d'abord, c'est quoi ce mode de scrutin? Alors, d'abord, pourquoi on a eu un taux d'abstention si fort depuis des années? Parce que l'Europe a toujours été un bouc émissaire pour l'ensemble, je dirais, des élus en général, que ce soit au plan national qu'au plan local. C'est-à-dire que lorsque les choses se passaient bien et que l'Europe était un partenaire financier important et permettait de mettre en place des projets de territoire, on minimisait l'action de l'Europe et on s'appropriait, je dirais, l'effort considérable de l'Europe. Et quand tout allait mal, on disait que c'était la faute de l'Europe, notamment sur le plan économique, lorsqu'on a mis en place l'euro, etc. Donc on a diabolisé l'Europe, on a sacrifié l'Europe pour des enjeux, je dirais, de politique nationale, parce qu'on ne voulait pas assumer ses responsabilités au regard de ce qui se passait au plan national. Donc ça, c'est la première chose en ce qui concerne, je dirais, ce peu de rapprochement du citoyen par rapport à l'Europe. Et donc le citoyen n'a pas pu comprendre quelle était vraiment la valeur ajoutée de l'Europe. Par ailleurs, en ce qui concerne le mode de scrutin pour la circonscription Outre-mer, tout petit historique.
Antérieurement, vous aviez une seule circonscription qui était la circonscription de l'outre-mer. La situation démographique de la Martinique faisait qu'on choisissait forcément une tête de liste réunionnaise, puisque c'était une élection à la proportionnelle, une élection au vu d'une liste. Et donc on s'est retrouvé en 2004 avec 3 députés européens. Donc vous imaginez... Vous avez 3 députés réunionnais. Réunionnais. Parce qu'ils sont plus nombreux Parce qu'ils sont plus nombreux, les partis ont fait le choix, aussi bien l'UMP que le PS que le Parti communiste réunionnais, de choisir une tête de liste réunionnaise. Donc vous imaginez qu'en 2004, lorsque Margie Sud s'est présenté dans cette circonscription, les Antillais et les Guyanais ont considéré qu'en votant Margie Sud, de toutes les manières, ils votaient pour une réunionnaise. Idem pour Paul Vergès ou Jean-Claude Fruteau. Donc on a eu un taux d'abstention qui était faible dans les Antilles et en Guyane, qui allait entre 7 et 15%. Par contre, à La Réunion, comme il y avait... Un taux d'abstention qui était fort, vous avez dit. Voilà. Un taux d'abstention qui était fort. Voilà, un taux d'abstention qui était fort et un taux de participation qui était faible. En revanche, à La Réunion, où effectivement il y avait un enjeu, puisque on savait qu'il y aurait eu un député réunionnais, le taux de participation était de 40%. Il était plus élevé que le taux de participation national. Et dans le Pacifique, je dirais, on a eu un taux de participation moyen aux alentours de 30%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les élus, notamment Gaston Floss et le sénateur Ottilie Guyanais, ont considéré que ce n'était pas un mode de scrutin, je dirais juste, puisqu'il n'y avait pas de représentation des élus, je dirais, de l'océan Atlantique ou du Pacifique. Donc, ils ont déposé un amendement en 2007 qui a été voté le 21 février 2007 et qui a instauré le principe d'une section. Vous avez une section Atlantique, une section océan Indien et une section Pacifique. Alors comment l'élection va se jouer? L'élection va se jouer sur l'ensemble de la circonscription. Quand même, il ne faut pas considérer qu'il y a 3 listes séparées. Parce qu'il faut au départ faire un nombre suffisant de suffrages pour avoir un député représentant votre parti. Une fois qu'on a décompté l'ensemble des voix, pour savoir est-ce que le PS aura un député, le PC aura un député ou l'UMP aura un député, on attribue les sièges, non pas à la tête de liste, mais à la section, à la tête de section, si cette tête de section a fait le plus grand nombre de suffrages. Ce qui veut dire aujourd'hui, au regard des rapports de force, on sait bien que le trio, parce que ça va être très difficile pour une liste d'avoir 2 députés. On a un député par section. Donc ça va être très difficile pour une liste d'avoir un député dans la section Atlantique et un député dans la section Océan Indien. Parce que ça voudrait dire que cette liste a fait plus de 60% des suffrages de l'ensemble de la circonscription. Donc au vu des rapports de force, on s'achemine plutôt par un député pour chacun des grands partis. Donc ça devrait être un député pour le Parti communiste réunionnais, un député pour le TS et un député pour l'UMP. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ce député, pour ce qui est du Parti communiste réunionnais, soit réunionnais. Vous avez vu, Paul Vergès s'est engagé fortement dans la campagne parce qu'il souhaite qu'Élie O'Haraud soit le candidat qui sera élu et qui représente, je dirais, la Réunion à l'Assemblée au Parlement européen à Strasbourg. Donc une fois que le siège est attribué pour la Réunion, les 2 autres listes devront se partager les 2 autres, sièges. Donc ce sera en fonction pour l'UMP, là où l'UMP aura le plus de voix, soit dans l'Atlantique, soit dans le Pacifique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on vote pour la liste. C'est pour ça que je fais campagne sur l'ensemble de l'outre-mer, parce que toutes les voix comptent pour être, ce qu'on dit dans un premier temps, qualifié. Et après, c'est vrai que dans votre section, vous devez vous mobiliser si vous voulez être élu pour faire en sorte que le candidat de la liste soit vous. Donc c'est pour ça que je me mobilise sur l'Atlantique, parce que ma liste, l'UMP, peut avoir un siège, mais moi, en tant que tête de liste, je peux ne pas être élu, et ça peut être Maurice Ponga qui peut être élu dans le Pacifique. Donc il y a 2 niveaux. Et considérer que ça va se jouer uniquement sur les têtes de section en Atlantique, c'est ne pas dire la vérité à l'ensemble, je dirais, de nos électeurs. Toutes les voix comptent. On a besoin de l'ensemble des voix pour se qualifier, pour avoir un siège. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que pour l'Atlantique, le député européen, ce sera soit Marie-Luce Panchard, soit Madame de Grandmaison qui représente le Parti communiste réunionnais,
soit monsieur, comment dirais-je, Patrice Tirolien, qui est la tête de section pour le PS, puisque Christiane Néris n'est que deuxième après Patrice Tirolien pour la section Atlantique, donc elle ne peut pas être députée européen. Et si les Verts, ce qui paraîtra difficile, qu'ils franchissent la barre leur permettant d'avoir un député, et quand on voit leur score en 2004, on peut se poser des questions, ça peut être M. Harry Durimel qui est tête de liste pour comment dirais-je, les Verts, et tête de section pour l'Atlantique. Voilà. D'accord. Donc, c'est un scrutin de liste. C'est un scrutin de liste sur l'ensemble de la circonscription. Sur les 2 millions et demi. Chaque liste a 9 candidats. Chaque liste a 9 candidats. Okay. Et chaque liste est divisée en 3 sections. Okay. Voilà. Et chaque section, donc, a 3 candidats. Chaque section a 3 candidats. Simplement, bon, on peut faire le choix de ne pas avoir, comment dirais-je, 3 candidats dans une section. Parce que la loi vous dit, c'est au minimum un candidat par section. Donc il y a des partis, je n'ai pas vu encore, le dépôt de liste n'étant pas clôturé aujourd'hui, je n'ai pas vu encore le choix des autres partis politiques. En ce qui me concerne l'UMP, moi j'ai fait le choix d'avoir, je dirais, une section, c'est-à-dire mon tête des sections et 2 suppléants. Donc mon suppléant, c'est Boris Chonsit, le Guyanais, et Chantal Mignon, que vous connaissez, qui est conseiller municipal du Robert et qui est secrétaire départemental de l'UMP. D'accord. Donc, une fois que les gens ont voté pour la liste, ils votent pour une liste, vous êtes tête de liste, d'accord? Une fois que cette liste a obtenu un certain nombre de voix, elle a droit ou pas à des députés? Elle a droit, oui, au moins un député. Au moins un député. Ce qui est très probable, c'est que chaque liste aura un député. Oui, mais sachant qu'il y a 3 députés, ça veut dire qu'il n'y a que 3 partis politiques qui resteront au bout du compte. Hein. D'accord. Et quand on fait des simulations par rapport aux élections antérieures, ça se joue entre le Parti communiste, le Parti socialiste, Parti communiste réunionnais, hein, je dis bien, le Parti communiste réunionnais, compte tenu de la démographie, parce que la Réunion pèse, hein, le Parti socialiste et l'UMP. La liste de M. Ouattara ne se présente pas comme une liste communiste, quand même. Elle se nomme communiste, elle se non, dit liste indépendante. C'est l'Alliance, Ouais. Bon, mais c'est le Parti communiste réunionnais, elle s'appelle Alliance, c'est leur intitulé qu'ils emploient notamment pour les élections régionales. Bon, voilà. Mais c'est important de dire ça, parce que quand vous dites que Madeleine de Grandmaison représente le Parti communiste en Martinique, c'est... Non, le Parti communiste réunionnais. C'est bon, elle représente l'Alliance. L'Alliance, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Alliance s'appelle le Parti communiste réunionnais. Voilà, donc moi j'appelle les choses telles qu'elles sont. C'est le Parti communiste réunionnais. Il y a Réunion derrière, mais c'est le Parti communiste réunionnais. Je maintiens. Mais la liste, c'est l'Alliance. Alliance, comme c'est le nom de la liste, oui. Comme vous avez des listes qui se sont appelées Objectif Réunion, et qui peuvent partir sur un nom, la Réunion d'avant, ou la Réunion debout, où il y a eu Objectif Guadeloupe et c'était Agir, la liste s'appelait Agir. Mais le parti, c'est Objectif Guadeloupe. À la Réunion, c'est le Parti communiste réunionnais, dit l'Alliance. Et votre liste s'appelle comment? La liste, c'est la liste UMP majorité présidentielle avec l'ensemble, je dirais, des partis qui composent la majorité présidentielle, c'est-à-dire le Nouveau Sang, la gauche moderne de Jean-Marie Bockel. Et notre, comment dirais-je, le nom de notre liste, c'est « Quand l'Europe veut, l'Europe peut ». D'accord. Est-ce qu'il vous arrive d'être à Paris, soit à l'Élysée ou ailleurs, et de ne pas comprendre que la Martinique et la Guadeloupe ne se développent pas alors qu'elles reçoivent tant d'argent? Parce que le fait de recevoir, je dirais, des fonds publics, ça veut dire pour autant que ces fonds publics iront forcément à la création de richesses et au développement économique. Il y a effectivement beaucoup de moyens en termes de fonds publics qui sont injectés au niveau de la Martinique. Mais est-ce que cet apport sert au développement? On a peut-être aussi, je dirais, entamé une politique d'accompagnement dans des secteurs publics et on n'a pas soutenu, je dirais, suffisamment le secteur économique. Or, c'est le secteur économique, c'est l'entreprise qui est créateur de richesse et sans création de richesse, il n'y a pas de répartition de la richesse. Donc, cela explique qu'on ait un produit intérieur brut par habitant très élevé, puisqu'on est un pays où effectivement ce niveau
rejoint la moyenne communautaire. Mais pour autant, en termes de développement économique, quand on regarde l'équilibre de notre balance commerciale, on se rend compte qu'on est plus proche d'un pays sous-développé. Donc, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, et qui faisait d'ailleurs partie du programme de Nicolas Sarkozy lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, c'est de dire il faut développer, je dirais, ces territoires à partir de leur potentialité. C'est ce qu'on appelle le développement endogène. Et ce potentiel, on l'a. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, on va vers un type de modèle de développement économique qui, à la fois, préserve notre environnement, qui préserve nos richesses naturelles et qui valorise ces richesses naturelles. C'est le développement durable. Qui est mieux placé au niveau de l'Europe pour développer ce concept et faire en sorte que les territoires d'outre-mer seront un atout pour l'Europe? C'est bien l'outre-mer. 80% des richesses naturelles de l'Europe sont en outre-mer. Donc saisissons cette opportunité pour développer des secteurs d'activité que sont les énergies renouvelables, que sont effectivement les nouvelles technologies d'information et de communication, pour faire en sorte que l'outre-mer devienne un exemple, un modèle de développement pour les autres, je dirais, régions de l'Europe. Et c'est ça, je dirais, la carte que l'outre-mer peut jouer dans l'avenir. C'est pour ça que je crois en l'Europe et que je demande à mes concitoyens de croire et de considérer que cette construction européenne, c'est nous demain qui pourrons être les moteurs de cette construction européenne et un exemple pour toute l'Europe. Les mots sont importants, la sémantique, parce que ces mots-là traduisent la profondeur de la conscience. Quand vous dites, quand on observe à la balance commerciale de la Martinique, c'est un pays sous-développé. Autrement dit, dans votre tête, nous sommes un pays. Non. Et c'est vous qui avez employé ces mots. Et puis vous parlez de balance commerciale, ce dont vous ne parleriez pas si vous parliez du Limousin, du Languedoc ou de la Gironde. Donc dans votre tête, vous qui êtes de droite, vous qui êtes proche du président de la République, nous sommes un pays, nous avons une balance commerciale et nous sommes un pays sous-développé. J'ai employé ces termes par abus de langage en disant c'est un pays. Bien évidemment, nous ne sommes pas un pays, nous sommes une région. Il n'y a qu'un peuple, c'est un peuple français, on appartient à la nation française. J'ai employé ce terme, c'est parce que vous m'avez indiqué qu'effectivement, il y a énormément de fonds qui arrivent et pour autant, on n'est pas développé. Pour comparer le développement, il faut regarder l'import, l'export. C'est pour ça que j'ai parlé de balance commerciale. La logique voudrait, on peut très bien ne jamais en parler, faire la politique de l'autruche et considérer que nous sommes des enfants de la nation française, que nous recevons à ce titre des prestations sociales et que la France a une obligation vis-à-vis de nous et donc on en fait une région complètement assistée. Je ne suis pas sûre que c'est ce que les Guadeloupéens, les Martiniquais souhaitent. Ils souhaitent effectivement qu'il y ait cette solidarité, mais ils souhaitent aussi que leur territoire participe, je dirais, à la grandeur d'un grand pays comme la France et crée aussi de la richesse. Parce que vouloir penser à l'avenir, je dirais, d'un territoire uniquement sous forme des prestations sociales et sous forme d'une politique d'assistanat, je veux dire, c'est pas quelque chose de glorieux qu'on envoie à nos enfants en termes de message pour leur avenir. Moi, au contraire, c'est de dire, on n'est pas dans une logique où il faut absolument qu'on se retrouve avec un effort plus important en Outre-mer en termes d'excédent. Il y a des régions très défavorisées en France, quand vous prenez le nord de la France, où la solidarité se joue. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des potentialités économiques, il faut quand même les mettre en avant. Il ne faut pas considérer qu'on est dans une situation où on ne pourra jamais se développer parce qu'on n'est pas concurrentiel et qu'il y a une espèce de fatalité qui voudrait qu'on devrait subir une situation. Je dis de non, on peut agir sur le développement si on a la volonté de le faire. Et par exemple, dans un des axes de mon programme, c'est faire en sorte que cette grande politique du voisinage dont on parle depuis des années, depuis 20 ans, qu'on puisse la réaliser
et faire en sorte que l'Europe qui aide les pays ACP, les pays de la Caraïbe au titre du Fonds européen de développement et qui nous aide dans le cadre des fonds structurels, trouver la façon de faire une politique de coordination de l'ensemble qui ferait qu'on pourrait avoir un modèle de développement qui soit tourné non pas simplement vers la métropole, comme on a tout tendance à le penser, mais qui puisse être tourné vers la Caraïbe, parce que quand même, on vit dans un environnement régional qu'on ne peut pas occulter et qui fait quelque part partie aussi de notre culture, de notre identité. Je reviendrai si vous voulez ce que vous venez de dire, mais vous avez dit auparavant que l'outre-mer, c'est 90 ou 80% des réserves naturelles de l'Europe. Quand vous dites ça à Martiniquais, il lui dit, mais attends, on ne parle pas du même monde, parce que le Martiniquais s'est toujours dit qu'il n'a justement aucune ressource naturelle. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de bauxite, il n'a pas de cuivre, il n'a pas de ressources naturelles. Donc quand vous dites que nous sommes 80% des ressources naturelles de l'Europe, à quoi ça correspond? J'ai parlé de richesse naturelle. C'est pas simplement le pétrole, le bauxite. Hein. C'est demain, tout ce qu'il y a dans les fonds marins aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans le sous-sol. Peut-être on trouvera du pétrole. On se dit qu'il y a peut-être du pétrole au large de la Guyane et du pétrole au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. On a une zone économique exclusive très importante en Outre-mer où il y a des richesses naturelles qui proviennent de ces ressources halieutiques. Demain, en matière de recherche de santé, notamment pour la fabrication des médicaments, on sait qu'une partie de ces recherches va se faire autour de ces ressources. La preuve, au travers notamment de nos territoires antarctiques, les TAF. Vous savez que bon nombre de pays, aussi bien les Américains que les Mexicains, que d'autres grands pays, même l'Inde et la Chine, sont intéressés et demandent à la France d'aller faire des expérimentations dans ces régions parce qu'on sait que là, on va trouver de nouvelles formes d'énergie renouvelable et aussi, en matière de santé publique, des possibilités effectivement de trouver au niveau de la recherche des moyens de soigner la population. Donc, il n'y a pas que le pétrole, il y a d'autres richesses. Et aussi, on a l'air, on a, je dirais, le soleil. La question des fermes photovoltaïques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet à la fois, je dirais, de développer de l'énergie, c'est toutes les énergies renouvelables, sans porter atteinte à notre environnement. Donc, quand on parle de ces activités, c'est pas simplement au regard de notre volonté de faire de ces territoires, d'avoir une plus grande indépendance énergétique, mais c'est de faire en sorte que des entreprises puissent s'implanter, que ces entreprises ayant un savoir-faire, une technologie qui vont développer sur nos territoires, trouvant des débouchés pour d'autres pays qui veulent s'engager dans cette forme. Parce que cette forme de développement qu'on appelait le développement durable, c'est l'avenir. Le monde entier devra se tourner vers ce développement économique si on veut préserver la planète. Donc si on peut avoir des entreprises de pointe qui sont installées en Guadeloupe, qui sont installées en Martinique, qui sont capables de développer ces concepts pour des pays de la Caraïbe qui ne les ont pas, ce sera un outil pour nous pour faire en sorte que ces entreprises commercent et transforment, je dirais, et transfèrent leur savoir-faire à, je dirais, ces pays de la Caraïbe. Voilà un créneau qu'il faut explorer. Voilà un créneau qu'on doit effectivement s'engager, sur lequel on doit s'engager. Et c'est la raison pour laquelle, dans la loi pour le développement de l'outre-mer, qui vient d'être votée au Parlement, on a considéré que ça devait être une zone franche globale d'activité pour ces secteurs qui sont porteurs d'avenir. Vous avez comme projet donc de faire en sorte que l'action de l'Europe puisse être harmonieuse entre ce qu'elle fait dans les départements d'outre-mer et ce qu'elle fait dans les pays avoisinants. C'est un grand projet. Est-ce qu'un projet plus immédiat ne pourrait pas être que l'argent que l'Europe déverse ici n'aille pas toujours dans les mêmes poches, de telle sorte que dans ce pays que vous avez qualifié de sous-développé, nous ayons, comment cela est-il possible, les plus grandes richesses de France, parmi les plus grandes richesses de France? Mais l'Europe finance des projets à partir de quoi? C'est pas l'Europe qui décide. L'Europe détermine des objectifs dans lesquels elle dit voici les secteurs où je peux intervenir au regard, je dirais, des orientations de la politique européenne. Mais qui détermine les projets? C'est pas l'Europe qui détermine les projets. Ce sont nos élus au plan local. Le contrat de plan État-région, les programmes opérationnels, la décentralisation, elle est passée par là. Ce sont les élus qui le proposent. Si effectivement on considère que l'argent de l'Europe va dans des secteurs où il ne faudrait pas qu'il y aille,
C'est aux élus de proposer autre chose. Moi, en tout cas, si je suis député européen, et je trouve que d'ailleurs c'est très bien de ne pas cumuler des fonctions. Je pense que ce n'est pas bien à la fois d'être vice-présidente d'un conseil régional et d'être député européen, parce qu'on est juge et partie. Moi, si je suis député européen, si je vois dans les programmes opérationnels des propositions qui sont faites par des majorités, aussi bien en Guadeloupe, Martinique ou à la Guyane, qui ne correspondent pas à des secteurs porteurs d'avenir, ou qui au contraire vont dans des secteurs sur lesquels on sait qu'au bout du compte, ils ne seront pas suffisamment importants pour créer de l'emploi, je m'autoriserai, parce que c'est ça aussi le rôle d'un parlementaire, de faire connaître à l'opinion publique quel est mon avis sur ces projets. Parce qu'il faut qu'on puisse dire, lorsqu'effectivement ces programmes opérationnels sont montés de telle manière qu'aujourd'hui on n'arrive pas à mettre en œuvre les projets et qu'on n'arrive pas à mobiliser les fonds, parce que vous parlez des fonds qui sont mobilisés et qu'effectivement vont pas forcément dans les secteurs qu'on souhaite. Et puis il y a d'autres fois, on inscrit des opérations où il y a tellement de préalables avant de les réaliser qu'on n'arrive pas à finaliser, je dirais, les dossiers, et on n'arrive pas à mobiliser les crédits, et on se retrouve, c'est le cas de la Martinique, où on a un risque de perdre 40 millions d'euros. Donc il faut aussi être dans une démarche beaucoup plus responsable de proposer des programmes qui d'abord sont faisables. D'abord, on est sûr d'avoir les porteurs de projets et qui sont dans des secteurs qui demain vont créer de la richesse et donc demain qui vont créer de l'emploi. Quand on regarde le budget du Conseil régional, on observe que l'Europe intervient dans ce budget à hauteur de 3%, ce qui n'est pas beaucoup. Ça veut dire que les fonds européens qui s'investissent beaucoup en Martinique vont beaucoup vers le privé quand même. Ce sont des secteurs privés, des projets où l'Europe participe, la région participe vraiment, mais c'est quand même une initiative privée. Ces fonds vont vraiment vers le privé. Et ma question était de savoir, mais il y a un tas de gens qui s'enrichissent en Martinique à partir de ces fonds européens, et vous parlez, tout le monde parle de pays sous-développés. Est-ce que vous avez l'intention d'agir très volontaristement contre ça, de telle sorte que l'argent soit mieux réparti, cet argent européen? Mais la répartition, elle est fonction de la demande des collectivités locales. Si effectivement il y a des entreprises qui mobilisent les fonds européens, parce que l'Europe aide les petites et moyennes entreprises, parce qu'on a toujours le sentiment qu'elle aide les plus gros, mais l'Europe aide aussi les petites et moyennes entreprises. Et on ne s'est pas toujours donné les moyens d'accompagner les petites et moyennes entreprises pour faire en sorte qu'elles mobilisent les fonds européens. Pour le reste, je pense qu'on est sur une orientation de la politique régionale. Je dirais, les élections européennes, c'est une chose, mais un député européen n'est pas celui qui va corriger, je dirais, tous les effets négatifs ou des effets correcteurs qu'on doit mettre en place pour avoir une nouvelle orientation politique au plan local. Ça, il appartient à la région de le définir. Vous me dites, effectivement, certains se sont enrichis. Ben, si certains se sont enrichis, il faut corriger, c'est-à-dire la prochaine fois, il ne faut pas les inscrire dans le programme opérationnel. Or, on les inscrit de nouveau dans le programme opérationnel. Donc, il faut tenir un discours de vérité. Il faut dire là où on souhaite que les fonds européens soient vraiment sur quel secteur ils doivent être concentrés. Donc, ça, c'est des choix politiques. Ce n'est pas des choix, je dirais, des uns et des autres. Si on ne veut plus que l'Europe continue de financer que nos secteurs traditionnels au niveau de l'agriculture, ben ça va se discuter au plan local. C'est pas Paris, c'est pas Bruxelles qui va décider qu'effectivement il faut plus aider de manière aussi conséquente les activités traditionnelles que sont la banane et la canne. C'est pas l'Europe de le dire. C'est effectivement aux Martiniquais, aux Guadeloupéens de faire cette orientation et de dire que peut-être il faut développer d'autres secteurs. Donc on est vraiment l'Europe et la France. La solidarité nationale, la solidarité européenne, elle est là pour accompagner les projets de territoire. Je dis bien que la décentralisation, elle est passée par là. Nous avons des élus responsables, c'est à eux de construire les projets de territoire. C'est à eux de dire ce qu'ils veulent pour la Martinique. Quels sont les secteurs qui doivent être porteurs aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement le tourisme? Si ce n'est que le tourisme, ou quels sont les autres secteurs d'activité sur lesquels on mise, je dirais, le développement de la Martinique dans les prochaines années? C'est aux politiques de le définir. Après, la solidarité nationale joue au regard de ces dispositifs et la solidarité européenne vient en complément, je dirais, de ces orientations politiques faites à l'échelle de l'Europe. Mais je crois qu'il ne faut pas vouloir rendre responsables les conséquences de l'utilisation des fonds européens au niveau de Bruxelles. Il faut regarder aussi les conséquences de l'utilisation des fonds européens à partir d'une orientation politique qui a été prise sur le terrain. Vous êtes
député européen, vous serez peut-être député européen, mais en tout cas, vous êtes élu dans une section qui est bien la Martinique, enfin, qui est bien la zone. Vous avez des choix politiques aussi, vous avez des volontés, c'est pas seulement les autres qui doivent décider de ce qui doit se faire. Alors, est-ce que vous défendrez la banane? Bien sûr que je défendrai la banane. Mais je défendrai la banane parce que je pense que la banane fait partie, je dirais, de la culture de ces territoires. Mais il faut défendre peut-être la banane autrement. Ce que d'ailleurs les professionnels de la banane ont commencé à faire. Parce qu'on sait très bien que la banane dollar, je dirais, va nous concurrencer. Et que les tarifs douaniers vont diminuer considérablement et ne pourront pas protéger la banane de la Martinique. Donc aujourd'hui, au regard effectivement des décisions de la Commission, on a pu retarder cette échéance. Et grâce, je dirais, Pascal Lamy n'est pas arrivé à faire l'accord qui était prévu au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'effectivement la banane de la Martinique et de la Guadeloupe auraient fortement souffert de ces dispositions. Cet accord n'a pas pu être signé, tant mieux pour la Martinique, mais il faut se dire qu'on a quand même cette épée Damoclès et qu'il faut viser, je dirais, pour notre banane, une banane de qualité. Et il faut qu'on ait un label de qualité. Parce qu'en Europe, le goût change. Et je peux vous dire que c'est aujourd'hui l'orientation qui est prise par la profession, je m'en félicite, parce qu'aujourd'hui, les Européens sont en capacité de faire la différence entre la banane dollar et la banane martiniquaise. Et ils sont prêts à la payer un peu plus cher pour avoir la qualité. Donc il faut jouer sur la qualité de nos produits. C'est bien la raison pour laquelle que la question, je dirais, du label se pose pour l'ensemble de notre production locale, puisqu'on sait que sur nos productions, la concurrence va être difficile avec les pays ACP. Donc on doit jouer sur, je dirais, la qualité pour trouver des débouchés pour nos produits. Est-ce que même si vous jouez sur la qualité, vous allez arriver à faire une banane qui sera donc payée un peu plus cher par le consommateur français, mais est-ce que cette banane pourra à terme permettre à ceux qui la cultivent d'en vivre sans avoir des subventions européennes? Est-ce que ça peut être un produit économiquement sain, disons entre guillemets? Mais la banane, dans un premier temps, elle aura besoin du soutien de l'Europe. L'essentiel, c'est qu'elle puisse faire vivre une partie, je dirais, des familles martiniquaises et guadeloupéennes. Mais si la banane trouve un débouché et, je dirais, respecte son niveau de production et ne périclite pas, je ne vois pas au nom de quoi, dans le cadre de la politique agricole commune, l'Europe ne continuerait pas de soutenir, je dirais, la banane, parce que la banane aussi s'inscrit dans ce que l'Europe considère qu'il faut aider, c'est le principe d'aider une agriculture qui participe à un développement rural. Et donc, c'est pas incompatible que l'Europe aide, même si elle sait qu'à un moment donné, effectivement, ça apparaît comme une subvention. Ça ne me gêne nullement parce que ça participe à l'aménagement du territoire. C'est ça la solidarité. Ce qui serait absurde, c'est d'aider si au bout du compte, la banane n'avait aucun débouché. Dès lors qu'elle a un débouché et qu'elle permet de vivre, ça ne me choque nullement qu'elle soit, je dirais, subventionnée. Simplement, il faut penser à d'autres secteurs d'activité qui, eux, pourraient être encore créateurs de richesses. Il ne faut pas se limiter simplement à l'activité de la banane. Voilà. Enfin, ça ne vous gêne pas que la banane soit subventionnée, mais ça gêne l'OMC. C'est un gros problème quand même, cette banane subventionnée qui est opposée à la banane dollar. C'est vraiment le gros problème, quoi. Est-ce que l'Europe pourra, ad vitam aeternam, subventionner cette banane? Mais à nous de faire jouer effectivement notre situation particulière. Aujourd'hui, le traité de l'Union le prévoit. L'article 299.2 dit que les régions ultrapériphériques, certes, c'est tout le traité qui s'applique sur ces territoires, mais prévoit ces mesures dérogatoires. Et on est bien dans ces mesures dérogatoires. Donc moi, je pense, et je m'appuierai fortement sur ces dispositions, pour dire que l'Europe doit continuer vis-à-vis des régions ultrapériphériques d'appliquer ces mesures dérogatoires. Il n'est pas question, effectivement, de considérer que parce qu'on appartient au grand marché européen, que tout le traité s'applique, rien que le traité, et qu'on ne soit pas en capacité d'adapter nos normes, qu'on ne soit pas en capacité de déroger à un certain nombre de principes. Ça ne me choque nullement et ça ne remet pas en cause le statut de région ultrapériphérique. Est-ce que vous pourriez, en tant que députée européenne, essayer d'obtenir de l'Europe des fonds pour une diversification culturelle, je veux dire aller vers les cultures vivrières, déplanter la banane? Mais bien sûr, c'est quelque chose qui est prévu, c'est dans le FEADR. Simplement, on a aussi un problème de foncier ici en Outre-mer.
Est-ce qu'aujourd'hui les surfaces agricoles sont suffisantes pour développer un certain nombre, je dirais, d'agriculture et faire même de l'agriculture inventive? On a des centres de recherche, on sait qu'on peut faire de la pomme patate, par exemple, en Guadeloupe. Mais il faut un nombre de surfaces agricoles importantes pour développer ça. Or, pendant des années, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du foncier? Je ne suis pas sûre qu'on ait réglé le problème du foncier. On a parfois, je dirais, sacrifié le foncier, on a sacrifié l'agriculture pour, je dirais, des projets de construction de logements, parce qu'effectivement, dans le cadre des lois de fiscalisation, il y avait une possibilité pour certains de s'enrichir en faisant de la spéculation foncière. Donc, à un moment donné, il faut avoir un courage politique pour poser la question, quels sont les secteurs d'avenir? Est-ce qu'on veut demain avoir une agriculture performante? Et si on veut avoir une agriculture performante qui va intéresser, je dirais, nos pays de la Caraïbe et d'autres, je dirais, pays, est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir cette agriculture en répartissant le foncier et en donnant la terre aux agriculteurs? C'est une vraie question aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que ce débat-là soit complètement engagé aux Antilles et en Guyane. Ça se heurte aux droits de propriété quand même. Mais il y a la possibilité de faire jouer les droits de préemption. Il y a un arsenal juridique qui est là pour ça. Donc, on peut mettre des établissements fonciers qui ont aussi un rôle à jouer. Parfois, lorsqu'ils existent, ils sont plutôt, je dirais, dans un déchirement sur des options à prendre. Parce que je pense qu'on n'a pas défini notre modèle économique. Même en matière du tourisme, on ne sait pas si on veut faire un tourisme de masse, si on veut faire un tourisme de luxe. On a l'impression qu'on saupoudre. Alors que sur ces territoires, je pense qu'il faut choisir un ou deux secteurs d'activité en considérant que ce sont des secteurs phares et on se donne les moyens pour qu'ils fonctionnent. On a plutôt essayé de préserver, on a essayé d'inciter sans aller trop et de saupoudrer, de toucher un petit peu à tout. Je crois que maintenant, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane sont à un tournant, je dirais, de leur développement. Il faudra faire ses choix. L'État a donné un signal très fort en disant... En corrigeant la loi de défiscalisation, la loi Girardin, il a voulu donner le signal. C'est critiquable, je sais que ça a beaucoup fait couler, je dirais, d'encre. Le débat, il est clos, mais quand il dit zone franche globale d'activité pour 5 ou 6 secteurs, ça veut dire qu'il demande à la classe politique, aux élus, de faire ce travail, de réfléchir pour savoir effectivement sur quoi on va s'appuyer demain pour assurer le développement de ces territoires. Attendez, je vais vous poser une question bien précise. Oui. Je voudrais que vous répondiez bien précisément. Là, on fait de la banane. Bon. C'est une culture spéculative qui rapporte de l'argent et un certain nombre d'emplois. Cet argent permet d'enrichir ceux qui sont à la tête, de permettre à ceux qui travaillent de gagner de l'argent qu'ils vont dépenser dans des supermarchés. D'accord? Oui. Est-ce que vous seriez plutôt partisan de continuer comme ça, c'est ça qui se passe, ou bien de faire en sorte que la banane n'existe plus à terme, à la limite, et qu'elle soit remplacée par des cultures vivrières qui permettent aux gens d'aller vers une manière d'autosuffisance alimentaire? Est-ce que vous iriez plutôt dans ce sens-là dans les années qui viennent? Mais c'est pas tout blanc, tout noir. Pourquoi on va tuer la banane? D'ailleurs, on en a besoin pour notre production locale. Donc il faut qu'il y ait de la banane, on consomme de la banane. Ce serait dommage. On peut réduire. On peut réduire, mais ça c'est des vrais choix. Mais il faut régler le problème de l'emploi. C'est 10 000 planteurs, ces petits planteurs qui font vivre... Beaucoup moins. Voilà, qui font vivre, je dirais, toutes ces familles martiniquaises qui elles-mêmes font vivre l'économie. Il faut penser à leur reconversion. Donc ça se décide pas arbitrairement à un seul moment. Ça veut dire qu'il faut penser à leur reconversion. Et vers quoi on fait cette reconversion? Sur la canne, on est en train d'imaginer que certains planteurs puissent être, je dirais, au niveau de leur propriété, disposer des fermes photovoltaïques où elles vont toucher un revenu. Donc il y a des moyens, il y a des solutions. Mais ça, c'est un débat. Moi, je ne suis pas un élu local. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il est bon pour la Martinique. Ça ne me gêne nullement. Simplement, ce sont des choix, il faut les faire. Je dis simplement, ce serait dommage pour la banane. On est quand même un pays où on a une production de bananes. Elle a des débouchés. Il faut préserver ces débouchés, faire en sorte peut-être que les quantités soient moins importantes. Et ça ne sert à rien, effectivement, d'avoir une économie poussée, je dirais, portée à bras-le-corps. Il faut plutôt avoir une économie performante, mais il ne faut pas tuer au motif qu'à un moment donné, ça ne va pas. Il faut penser à la reconversion de ces agriculteurs. Et il y a tout un pan, effectivement, qui n'est pas suffisamment exploité. Et on est en train de porter sans se dire, dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça va devenir ? Donc, moi, je dis, je considère qu'il y a la place pour maintenir une activité bananière. J'en suis convaincue. Mais sous quelle forme, dans quelle dimension? Ça nécessite effectivement qu'on pose la question de toute la filière et qu'on pose aussi la question de la reconversion. Si vous êtes député européen,
Vous faites, je dis, députée européenne ou européenne? Moi, je préfère porter le nom masculin. Si vous êtes député européen, est-ce que vous défendrez l'octroi de mer? La question de l'octroi de mer, c'est pas l'octroi de mer en tant que tel. La question qui est derrière l'octroi de mer, c'est la question de la recette des communes. Si c'est défendre l'octroi de mer et qu'au bout du compte, on sait que c'est un combat qui sera perdu d'avance, c'est absurde. Parce qu'on n'aura pas réglé la question essentielle qui est la recette des communes. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on sait que depuis 2003, on sait que cette question viendra au niveau de la commission en 2014. Et que l'octroi de mer, lorsqu'on a obtenu cette prorogation de son application sur 10 ans, on savait qu'on avait cette épée de Damoclès. À nous de proposer un système de substitution qui fera en sorte qu'on assure les recettes des communes. Alors, moi, je ne suis pas convaincue qu'on arrivera à gagner cette bataille de l'octroi de mer avec la commission. Je le dis très sincèrement. En revanche, je pense qu'il existe, je dirais, des solutions de substitution pour garantir les recettes des communes. Donc, arrêtons de dire ne touchons pas, ne touchons pas, ne touchons pas. On peut défendre quelque chose et en même temps proposer. On est toujours dans la critique, on est toujours dans il ne faut pas faire, il ne faut pas toucher, il ne faut pas réformer, on n'est pas assez dans la proposition. Alors je sais qu'il y a une proposition qui est mise à plat aujourd'hui par le gouvernement. Tant mieux, Yves Gégaud l'a fait, il est parti à Bruxelles la défendre. J'aurais aimé que ce soit l'ensemble des élus, aussi bien guadeloupéens, martiniquais, guyanais, qu'on puisse avoir un énorme débat sur cette question, qu'ils fassent une proposition construite, je dirais réfléchie, en accord avec les collectivités, au gouvernement, à la commission, en disant vous supprimez l'octroi de mer, on vous propose autre chose. Aujourd'hui, le ministre a proposé la TVA régionale, puisqu'on sait que sur la TVA, on peut jouer les taux différents qui permettraient qu'une partie de cette TVA régionale retourne aux communes. Notre problème, c'est la question de la recette des collectivités en Outre-mer. Et il faut se saisir de notre débat. C'est celui, je dirais, des réformes des collectivités locales. Aujourd'hui, vous avez 5 strates en France, entre les communes, les régions, les communautés de communes, les départements, etc. Là, le rapport Balladur tend à réduire ces strates. Qui dit réduction de ces strates dit forcément réduction de la dépense publique. Donc il y a des possibilités, peut-être au travers de la réduction des dépenses des collectivités publiques, de la dépense publique, de voir s'il ne peut pas y avoir pour l'outre-mer des dotations spécifiques qui ferait que la dotation, je dirais, de fonctionnement des collectivités ne soit pas calculée de la même manière en métropole qu'en outre-mer. Donc il y a des pistes à travailler, il faut les travailler. Je pense que sur des propositions de ce type, l'État est ouvert, le gouvernement est ouvert. Pour preuve, je vais prendre l'exemple de Saint-Laurent-du-Maroni, où Léon Bertrand, ancien ministre du Tourisme, a un gros problème, puisque du fait de l'immigration, sa collectivité a pratiquement doublé et même peut tripler, je dirais, en nombre d'habitants. Il a obtenu que le calcul de sa dotation, alors que ce sont des gens qui sont en situation irrégulière, il a obtenu que le calcul de sa dotation de fonctionnement ne soit pas calculé de la même manière. L'État a entendu, et l'a entendu pour d'autres communes. Donc on a une voix à faire porter, on a des propositions à faire. Il faut les mettre sur la table pour ne pas être dans un système où on subit, et comme on subit, on critique, et ça ne fait jamais avancer, je dirais, un territoire. Quand même, le discours qu'on entend de l'État depuis bien longtemps aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'argent. Et là, vous êtes en train de dire, eh bien, on n'a qu'à supprimer l'octroi de mer, et puis l'État fera en sorte que les communes soient mieux dotées. C'est pas supprimer l'octroi de mer, c'est remplacé par un dispositif de substitution. Oui. Voilà. Donc, il faut le trouver, ce dispositif de substitution. Oui, l'octroi de mer, c'est de la dépense publique. L'argent de l'État, l'argent des collectivités, c'est de la dépense publique. Donc, pour moi, c'est pareil. Je crois qu'il faut arrêter de mettre d'un côté l'État, d'un côté les collectivités, et d'essayer chaque fois de trouver un bouc émissaire. Parce que qu'est-ce qu'on fait au bout du compte? On fragilise les valeurs de la République. Arrêtons de dire c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Je crois qu'il faut avoir le courage de mettre à plat ce qui ne va pas et de construire ensemble. C'est d'ailleurs l'objectif des États généraux. Parce que si on est dans ce chemin qui consiste à dire c'est la faute aux autres, on diabolise, je dirais, les institutions et au bout du compte, on fragilise la démocratie. Parce qu'en disant toujours c'est la faute de l'État, l'État n'a pas les moyens, l'État n'est pas là où il faut, alors que l'État a joué sa solidarité. Je ne dis pas que l'État ne doit pas faire des efforts, l'État ne doit pas se poser des questions. Quel est son rôle aujourd'hui dans les territoires d'outre-mer? Mais à vouloir dire que c'est toujours la faute de l'État, on fragilise, je dirais, tous les fondements de la République. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères pour notre jeunesse qui considère,
comme il n'y a pas d'État, on peut se permettre tout. Et ce qui faisait, je dirais, le socle de la République, je dirais, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, bah, ça, c'est en train de se perdre. Et on peut rentrer dans une des formes, je dirais, d'expression qui, pour moi, sont contraires aux valeurs qui sont les miennes. Voilà. Donc, l'octroi de mer avait aussi une fonction de protection quelque part aussi d'un certain nombre. Au départ, oui. Mais vous avez vu que dans le cadre du principe de non-discrimination, on a été obligé de taxer les produits locaux. Donc, oui, mais très peu. Mais c'est pas ça qui a empêché, effectivement, les produits d'importation de rentrer sur le marché. Si l'octroi de mer, au bout du compte, n'a pas eu l'effet qui devait être le sien, parce que c'était pas compatible avec un grand marché, puisqu'on fait partie du marché européen, l'octroi de mer, au bout du compte, a servi à quoi? A servi, on a vu la crise l'a dit, a servi soit la recette fiscale des communes, puisque certaines sont tributaires de l'octroi de mer, 40-50% de leur budget. En revanche, ça a mis en évidence, je dirais, des vraies questions sur le pouvoir d'achat. Parce qu'on a vu que l'octroi de mer, parfois, moi je ne suis pas ici à la Martinique, je ne me suis pas penché produit par produit, mais sur certains territoires, parfois l'octroi de mer était très fort sur les produits de première nécessité. Et nos concitoyens nous ont dit, attendez, vous élus, c'est vous qui fixez l'octroi de mer et vous nous taxez là où on a besoin, effectivement, et déjà on a des problèmes de pouvoir d'achat. Donc vous voyez, on était plutôt sur un outil qui permettait une vraie recette pour les communes et pas forcément un outil de développement économique. On a fait perdre à l'octroi de mer son sens au moment où il avait été créé. D'accord. C'est ça ma dernière question, Madame Panchard. Vous avez dû avoir la question est la suivante. Comment vous expliquez, parce que la science politique ne se l'explique pas, oui, que vous soyez l'UMP en tête des sondages pour les européennes? Alors que, bon... Mais moi, je trouve ça tout à fait naturel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le peuple n'est plus dupe. Les socialistes, la gauche en France, ils ont fait quoi? Depuis janvier, ils nous massacrent avec ce discours. Le 6 juin, allez voter pour sanctionner la politique de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un programme. Les électeurs en ont assez, qu'on prenne des échéances pour faire des votes sanctions. C'est-à-dire, on se fait plaisir le soir, on se dit on a donné une belle claque à Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'on a fait avec le traité institutionnel. On a donné une belle claque à Jacques Chirac en votant massivement pour le non lors du référendum. On a refusé ce traité institutionnel, alors que c'était une avancée notoire, je dirais, pour l'Europe. Et qu'est-ce qu'on a fait au bout du compte? Après avoir bu le champagne Ruy Solferino, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a affaibli la parole de la France. La France n'a pas pu parler en Europe pendant 2 ans. C'est Madame Merkel qui a pris le dessus sur la France, je dirais, dans l'Europe. Et il a fallu attendre 2 ans l'arrivée de Nicolas Sarkozy pour permettre, effectivement, à la France de retrouver sa place en Europe. Alors je crois que cette expérience, les Français et les ultramarins, ils en ont bien conscience. Et ils ne veulent plus qu'on les manipule. Parce qu'il n'y a qu'une obsession en France, c'est l'élection présidentielle. Monsieur Bayrou est venu faire quoi ici à la Martinique? Ils viennent chaque fois qu'il y a du désordre. On les a vus tous défiler pour dire on peut faire mieux, c'est la faute de l'État, etc. Pour essayer de tirer le mouvement à leur profit. Et lorsque la Guadeloupe, la Martinique a besoin d'hommes et de femmes qui ont une expérience politique, d'aider nos compatriotes à construire un projet, on ne voit plus rien. Donc Monsieur Bayrou est venu pour vendre son livre, pour dire votez tous contre Sarko, parce qu'il espère qu'une seule chose, c'est que comme les socialistes n'ont toujours pas de projet à présenter pour la France, il espère qu'en 2012, il sera deuxième et que la gauche sera obligée de voter pour lui, pour faire tomber Nicolas Sarkozy. Alors ces petits calculs politiciens, je crois que les électeurs en ont assez. Ils savent que l'Europe c'est quelque chose d'important, que l'Europe c'est l'avenir. Et ce que les socialistes ont essayé de faire depuis 3 mois, un vote sanction, eh ben, ils n'arrivent pas, puisque c'est le contraire qui est en train de se dessiner. L'UMP dépasse largement au niveau des sondages le PS. Alors vous avez vu, Martine Aubry, quand même de bon sens, a dit arrêtons, au lieu de faire un vote opposition, faisons un vote proposition et on commence à avoir quelques propositions sur l'Europe qu'ils souhaitent. Et c'est dommage parce que je crois qu'on aurait pu, s'ils avaient fait ce choix dès le départ, depuis 6 mois, on aurait pu opposer peut-être le projet, dirais, des socialistes avec le projet de l'UMP pour savoir quelle Europe l'UMP veut aujourd'hui et quelle Europe le Parti socialiste, la gauche, souhaite. On n'a pas pu avoir ce débat. Nous, on a déroulé notre programme. Je crois que c'est ça qui a permis aujourd'hui aux électeurs de se dire
Il y a des élus qui veulent travailler, qui veulent faire avancer les choses, et il y en a d'autres qui veulent être dans l'opposition parce qu'uniquement ils font des calculs politiciens pour se répartir le pouvoir. Mais je crois que la politique, c'est autre chose. C'est pas une répartition de place. On en a assez, je dirais, de ce type de comportement. Un poste d'élu, c'est pas une récompense à un moment donné. Moi, je le vis pas comme ça. Je vis cela comme un engagement. J'ai envie de m'engager pour l'Europe parce que pour mes enfants, je sais que l'Europe, c'est leur avenir, c'est l'avenir de la jeunesse, c'est l'avenir de ces territoires. Merci beaucoup. Une toute dernière question, excusez-moi. Vous êtes conseillère du président de la République. Alors, comment c'est votre emploi du temps? Comment ça marche d'être conseiller du président de la République? Et puis, quels sont les conseils que vous lui avez donnés et qu'il a suivis? Le rôle d'un conseiller, je dirais, de la présidence de la République, c'est bien de le conseiller. Il y a des ministres et il y a un gouvernement. Donc le ministre met en application les politiques voulues par le chef de l'État et définies dans son programme. Parce que Nicolas Sarkozy, vous l'avez bien compris, il met en place le programme sur lequel, effectivement, il a été élu. Donc il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc pour l'outre-mer, c'est le même principe. Simplement, nous, en tant que conseillers politiques, puisque je suis conseillère technique et Olivier Biancarelli est le conseiller politique, nous conseillons le chef de l'État sur un certain nombre de décisions en termes d'opportunités, à quel moment il faut les prendre, est-ce qu'il faut reporter, sur, je dirais, des avis qui peuvent être à un moment divergents en considérant que ce qui est proposé n'est pas suffisamment approfondi. À ce moment-là, il nous suit, il peut demander qu'effectivement les choses soient revues, ce qui a été le cas sur la LODEOM. On a effectivement considéré qu'il fallait donner un peu plus de temps au ministre pour présenter ce texte parce qu'il y avait un effort d'explication. Donc il nous a suivis en reportant effectivement le vote du texte au Parlement. Il nous a suivis aussi sur la question des États généraux, qu'on a considéré que le calendrier était peut-être un peu trop serré compte tenu d'une part de la campagne, je dirais, des européennes, et puis d'autre part, il y a 2 ponts importants. Le 1er mai, ça laissait peu, je dirais, d'espace pour travailler de manière sereine la question des États généraux. Je crois qu'il nous a entendus, il nous a suivis. C'est bien ça le rôle d'un conseiller. Mais vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un quand même qui sait où il va, il a besoin de ses conseils, mais au bout du compte, il prend ses décisions. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis du canal local, chers amis de FM+, chers auditeurs de FM+, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec Madame Marie-Luce Panchard, qui est tête de liste de l'UMP aux prochaines européennes qui auront lieu le 6 juin, tout simplement. Merci beaucoup, au revoir.